Ils sont des milliers à défier jour et nuit la Méditerranée, le désert, les intempéries et très souvent à leurs risques et périls, à la recherche d'un mieux-être, affirment certains et certaines. Ils sont nombreux à tenter une aventure qui parfois tourne au drame ou au cauchemar. Ce sont des migrants irréguliers. Quelles sont leurs motivations? Qui finance ces départs illégaux? Quelle est la politique de la Côte d'Ivoire en la matière? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes dans le débat et ce soir, nous allons nous interroger sur un sujet d'actualité. Migration irrégulière, pourquoi ce phénomène à la peau dure? 4 invités sur ce plateau et cela devient une habitude. Alors, à ma gauche, M. Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous. Merci bien. À ma droite, M. Paul Nyandou Niapo. Alors, vous êtes président de l'Association pour la réinsertion et l'encadrement des migrants de Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, madame. Je suis M. Niadou, président de l'ARMC, l'Association pour la réinsertion et l'insertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire. Et vous êtes vous-même un ex-migrant? Oui, je suis migrant de retour depuis le 20 novembre 2017. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission très importante. Merci. Monsieur Diaby Idrissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un ex-migrant, mais d'une autre génération, on va le dire ainsi, de façon très sérieuse. Mais surtout, vous êtes aussi opérateur économique. Bonsoir, monsieur Diaby. Bonsoir. Une émission de ce type ne peut se dérouler sans un sociologue. Et nous avons sur le plateau M. Ghislain Koulibaly, sociologue et spécialiste en genre. Bonsoir, M. Koulibaly. Oui, bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce numéro, cette émission très importante au regard du sujet qui nous réunit. Alors, messieurs, avant de vous inviter à regarder cet élément réalisé par Davis Oyo, c'est un papier libre, je voudrais tout simplement informer les téléspectateurs d'écouter cette émission, de la suivre, mais attention, il peut y avoir des informations qui pourraient sensibiliser, c'est vrai, mais aussi toucher des âmes sensibles. Nous suivons donc ensemble ce papier libre réalisé par Davis Oyo. Ces images de naufrages de morts sont presque devenues habituelles. Des migrants à bord de navettes de fortune qui périssent dans la mer, servant de festin à l'océan ou ces corps sans vie sur les rives de la Méditerranée sont quasiment devenus banales. Ces débrouilles, ce sont des aventuriers décidés à franchir coûte que coûte l'Occident, à la recherche d'un avenir meilleur. Une destination que beaucoup ne verront sans doute pas, la traversée, vit très souvent au cauchemar. Cette désolation, on y trouve hommes, femmes et enfants de tout âge et très souvent un contingent majoritairement constitué de jeunes. Ils viennent de tous les pays d'Afrique, omnubilés par une seule chose, traverser la Méditerranée pour réaliser leurs rêves. Ils sont parfois footballeurs, étudiants ou déscolarisés qui bravent la Méditerranée. Depuis 2014, la Méditerranée est la route la plus meurtrière au monde, avec plus de 17 000 morts et disparitions enregistrées selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. La gestion de la migration irrégulière est devenue pour les États l'un des principaux défis du nouveau millénaire. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 150 millions de migrants sont dénombrés dans le monde et plus de 50 millions seraient africains. L'Afrique paie le lourd tribut de ce fléau. Tous les ans, un Africain sur 3 envisagerait de quitter son pays. En Côte d'Ivoire, le phénomène prend de l'ampleur à partir des années 2010 et devient une véritable plaie. Des centaines d'Ivoiriens quittent le pays chaque année par voie terrestre. Abidjan, Korogo, Bouaké et Daloa sont les principaux points de départ orchestrés par un réseau de trafiquants bien organisé. Le périple débute par le voyage à bord d'un car de la Côte d'Ivoire au Niger. Ensuite, le voyage se poursuit par la traversée du désert pour rejoindre les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, le Maroc ou la Libye. Une fois entrés irrégulièrement dans ces pays, le voyage se termine parfois dans des cachots gérés par des passeurs. Des étapes qui font autant de morts que celles de la Méditerranée, selon le projet migrant disparu de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Entre 2010 et 2020, plus de 20 000 migrants sont morts en Méditerranée,
En 2019, les Ivoiriens représentaient plus de 13% des migrants enregistrés le long des côtes européennes. Ces aventuriers sont également victimes de nombreuses violations des droits de l'homme, exécutions extrajudiciaires, détentions illégales et arbitraires, violences sexuelles, travail forcé, esclavage et mariage forcé. Certains rescapés reviennent brisés et incapables de tout. Cependant, la tendance semble ne point fléchir. Les jeunes Ivoiriens continuent de mettre leur vie en danger pour se retrouver clandestinement en Occident. Pourquoi un tel acharnement? Quelles sont les actions menées par les autorités pour freiner l'immigration irrégulière? Monsieur le directeur général, quelle est votre réaction après ce papier de Davis Oyo? Je voudrais d'entrer au nom de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, qui nous permet d'être ici. En son nom, saluer les hauts responsables de la RTI et saluer cette occasion qu'ils nous ont faite pour discuter d'un sujet aussi sensible qui n'est pas seulement une tragédie humanitaire, mais c'est une tragédie humaine. C'est un système mondial qui s'écroule. Ce n'est pas seulement un phénomène, c'est un drame, simplement. Et il faut qu'on réfléchisse très bien parce que c'est une problématique qui est tellement chaude qu'à mon avis, il faut apprendre à l'analyser à froid. C'est-à-dire qu'il faut avoir le sang-froid nécessaire pour ne pas succomber aux émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions que cela suscite. Après beaucoup de voyages à travers plein de pays, je peux dire aujourd'hui que la problématique migratoire a plusieurs causes. Et on va avoir le temps certainement de les relever. Absolument. Enfin, pas toutes, mais certaines au moins. Mais surtout, attirer l'attention de tout le monde que c'est une question qui ne peut être réglée de façon isolée. C'est une question qui nécessite beaucoup de transversalité et qui implique une gestion collégiale. On en parlera lorsqu'il s'agira justement des solutions, des propositions. Et à ce moment-là, effectivement, vous nous direz comment vous travaillez, vous partagez les informations et surtout les solutions avec vos pairs. Monsieur Diaby, alors, quand on regarde cet élément, qu'est-ce que vous ressentez? Je rappelle que vous êtes un ancien migrant d'une autre époque, c'était en 82, je pense que vous êtes parti. Effectivement. Qu'est-ce que vous ressentez? Aujourd'hui, vous êtes opérateur économique. Oui, bon, ça me fait très mal. Je suis peiné. Et d'abord, d'entrée de jeu, je souhaite condoléances à tous ceux qui ont perdu des parents dans ce drame. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène. À chercher à comprendre, il y a plusieurs causes, comme monsieur le directeur vient de le dire. Et aujourd'hui, ce système je peux dire que le trafic de drogue, après le trafic de drogue aujourd'hui, que les gens voient que c'est rentable, c'est le trafic humain aujourd'hui qui est plus rentable aujourd'hui. Parce que moi, je peux dire que pour ce système, c'est des millions aujourd'hui que les gens prennent pour les embarquements. Donc c'est un gros trafic. Paul Niado, je rappelle que vous êtes vous-même un ancien migrant et vous avez mis sur pied une association justement pour la réinsertion et l'encadrement des migrants donc, de Côte d'Ivoire. Votre commentaire sur ce qu'on a vu ensemble, il y a, c'est vrai, de l'émotion et cela, elle transparaît. Quel est votre commentaire, votre ressenti aujourd'hui? Il faut dire que d'abord, je tenais d'abord à dire merci à la RTI pour cette invitation. Et l'occasion m'est donnée de pouvoir m'exprimer. C'est vrai, j'ai vécu certaines choses qui, aujourd'hui, m'ont permis de mettre des choses en place pour pouvoir sensibiliser cette jeunesse-là. Mais il faut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne la vit pas. Alors, est-ce qu'il faut absolument vivre cette situation pour comprendre ce qui se passe? Moi, je pense que quelque part, il y a un mythe. Il y a un mythe que les gens n'arrivent pas à comprendre. Oui. Et vous êtes là justement pour en parler, vous êtes là pour sensibiliser. Et je voudrais avoir l'avis du sociologue, parce que M. Paul Niadou parle de mythe. Vous, le sociologue, comment vous expliquez cela et ce mythe justement de l'Eldorado ou de l'Occident ou autre? Oui, je dirais que le phénomène migratoire est un phénomène, c'est vrai, social, mais c'est un fait total qui mobilise plusieurs dimensions, notamment la dimension économique, la dimension politique, la dimension sociale, culturelle, environnementale, institutionnelle. Et donc c'est un fait social complexe
Et malheureusement, l'Afrique n'y échappe pas, la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Tout à l'heure, il parlait de mythes, oui. Il faut dire que le phénomène migratoire s'inscrit dans des logiques projets. Ceux qui développent ces projets migratoires le font en toute responsabilité. C'est la quête d'un idéal. C'est d'abord un rêve qui déclenche justement... Vous pensez que c'est... Excusez-moi, là je veux juste comprendre. Vous parlez de responsabilité. Vous pensez que c'est en toute responsabilité qu'ils le font? Ils sont conscients? Ah oui, je vous le dis, parce que vous allez regarder les trajectoires, mais on a des récits de vie qui montrent bien que c'est des projets qui sont mûris. C'est des projets qui sont mis à exécution juste pour la quête d'un idéal, d'un lendemain meilleur. Et tout à l'heure, quand on va regarder les causes, vous conviendrez avec moi que c'est vrai que le phénomène est complexe, mais il y a beaucoup de responsabilités et certains même assument le fait d'être rapatriés et de retourner. Ils assument. Monsieur le directeur, justement, alors, donc, au regard de ce que dit Monsieur Koulibaly, ils rentrent, ils repartent, ils assument. Le directeur général, justement, de la diaspora que vous êtes, comment vous comprenez cet état d'esprit? Et puis derrière, qu'est-ce que vous faites, justement, pour ces migrants? Alors, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Oui. Il y a ceux qui sont des hommes d'affaires en la matière, donc qui sont des passeurs, qui ont des réseaux. Mais c'est pas la criminalité, ça? C'est de la criminalité, c'est une évidence. Et donc, qui ont des réseaux qui fonctionnent, qui ont des dispositifs d'attrait, comme tout homme marketeur le ferait. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'appât, c'est-à-dire les victimes. Moi, je les appelle des victimes. Et donc, en termes d'avoir réellement conscience de la réalité, je serais un peu nuancé. Oui. Parce que j'ai rencontré beaucoup de migrants en Tunisie, pour prendre le cas de la Tunisie, qui me disent, si j'avais vraiment compris que c'était comme ça, je n'aurais pas emprunté le chemin. Alors, par contre, oui. Vous trouvez certains, évidemment, parmi eux, qui refoulent 1000 fois reprendre le chemin parce qu'ils ont l'illusion que là-bas, c'est mieux qu'ici, et qu'on ne peut pas arrêter forcément parce qu'il faut qu'ils affrontent la réalité. Ce paramètre aussi existe, il ne faut pas le nier. Mais globalement, c'est un réseau de trafic qu'il faut savoir arrêter. Ce n'est pas facile d'arrêter. Et sans cela, que je voudrais saluer, si vous me permettez, la DSC ici en Côte d'Ivoire. Oui. Qui, pendant certaines années, quand même, je prends le cas d'Alois, a réussi à démanteler... Oui. C'est une ville de départ. A réussi à démanteler un certain nombre de réseaux. Mais évidemment, ça continue. Il y a des réseaux qui existent forcément. Mais il y a des initiatives qui sont prises au niveau de l'État, notamment au niveau de la DSC, qui a réussi à infiltrer un certain nombre de dispositifs. Je ne citerai pas de nom. Non, on ne peut pas le faire. C'est une façon de parler. Absolument. Je veux dire, bien sûr. Parfois, vous trouvez des profils inimaginables. Mais est-ce qu'ils sont poursuivis? Qu'est-ce que ces personnes deviennent justement? Parce qu'on n'en entend pas parler énormément. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas en parler et que cela serve de leçon? Monsieur Diaby, qu'est-ce que vous pensez de cela justement? Les passeurs. Oui, les passeurs, c'est ce que je dis en entrée. Parce qu'aujourd'hui, c'est une mafia bien organisée. Voilà, parce que les gens ne peuvent pas comprendre comment ils sont bien organisés. Parce que c'est ce que j'ai dit dès l'entrée, chacun a sa pensée, chacun sait pourquoi il va à l'aventure. Mais vous, en 82, quand vous êtes parti? Voilà, parce que l'immigration, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Justement, monsieur Diaby. L'immigration, ce n'est pas aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que aujourd'hui ça a commencé. Non, aujourd'hui, il faut qu'on dise merci au gouvernement ivoirien. Si vous voyez que nous sommes sur le plateau aujourd'hui pour parler de l'immigration, c'est parce que ça va en Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que si ce n'en est pas dans les autres pays, mais eux-mêmes n'en parlent même pas de ça d'abord. Ils même cherchent d'abord comment il faut sécuriser leur pays. Parce qu'il y a tout ça là. Et nous, moi, en mon temps, moi, je crois que j'avais 15 ans. C'est tôt, hein? Voilà, je ne suis pas parti à l'école. Je faisais la mécanique. J'étais avec un Ghanéen qui avait un garage. Bon, on faisait la mécanique, on faisait la menuiserie, on faisait l'électricité. Beaucoup de métiers. Oui, j'ai 7 métiers. Et puis, j'ai fait ça pratiquement, même aujourd'hui, je fais. Parfait. Voilà, parce qu'il ne faut pas aller à choses aussi, à l'aventure, que tu n'as pas de métier. Donc, vous avez fait ces métiers pour partir? Non, moi, j'ai fait les métiers pour pouvoir assurer
mon avenir en Côte d'Ivoire. Alors, vous nous avez expliqué hors micro que c'est sur une situation familiale c'est sur qui ça vous que je veux amène, venir. C'est en travaillant à aller au partir. travail, et puis bon, parce que c'est ma maman qui faisait la ménage pour aider, parce que mon père avait perdu son travail. Donc c'est la vieille qui faisait. Mais malgré que je partais au garage, et puis bon, quand il n'y a pas de voiture qui est gâtée, on va faire la menuiserie, bon, on faisait ça. Et puis, j'étais à la maison. La vieille était là, et puis le vieux nous a dit qu'il allait de prier, qu'on doit les prier. Et en priant, et puis il y a un monsieur qui est venu, qui a été reçu par ma mère, parce que moi je ne le connaissais pas, parce qu'au moment que lui partait, or que c'est mon père qui a fait partie, c'est les frères de ma mère, plus de 4 personnes qui sont en France. Donc, qu'est-ce que ça a déclenché concrètement, justement? Quand ces personnes arrivent, qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Oui, c'est ce que je dis. Avant que ça ne déclenche, le monsieur, il a donné de l'argent. Quand on a fini de prier, il a donné de l'argent à mon papa, à ma maman. Puis ma maman a remis à mon papa. Puis on a regardé, c'est une somme de 25 000 francs. 25 000? 25 000 francs pendant plus de 15 ans. Pourtant, c'est les sœurs aînée, la plus âgée. Et puis c'est le père qui a fait partir. Le papa a dit, bon, vraiment, c'est gentil, vous avez envoyé les 25 000 francs, mais va dire aux frères de ma femme que vraiment, nous, on n'a pas besoin de ces 25 000 francs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a choqué. Oui. J'ai trouvé, mais attends, quand même. Ma maman qui fait tout pour aider la famille, et puis vous êtes là-bas, vous n'arrivez même pas à aider la vieille. Donc, je me suis levé d'Abengourou, puis je suis venu à Abidjan. Et j'ai commencé à rouler les taxis. Vous voyez, quand j'ai commencé à rouler les taxis, et puis quand j'ai eu un peu de somme, paf, j'ai pris la route. Vous êtes parti par où? Moi, j'ai passé d'abord par Niger. Oui. Et en ce moment, pour passer par Niger, c'était très difficile. On est revenu au Mali. Et par le Mali, nous sommes partis maintenant à Gao. En camion, en voiture? Oui, non, on vient en camion d'abord. Jusqu'à toute la trajet du Mali, c'est en camion. Et maintenant, c'est du Mali maintenant. On devait aller du Mali faire la frontière à l'Algérie, qu'on appelle Tuméahuil. On fait ça en camion et le camion est gâté. On avait fait 2 jours sur la route, le camion est gâté. Donc il fallait attendre qu'il y ait un autre camion qui vienne nous prendre. C'est une organisation? C'est une organisation. Oui. Et de là, maintenant, il y a un autre camion qui est venu. On a donné de l'argent. Combien? On allait en 50 000 francs par camion. Oui. Maintenant, on peut monter 50, 60 personnes dans le véhicule. Vous voyez? Donc, de là-bas, maintenant, nous sommes allés jusqu'à Gat, à Albracat. Maintenant, quand on arrive à Jeannette, de Jeannette, maintenant, il n'y a plus de voirie. Donc, on marche au moins pendant 1 semaine. Vous avez marché 1 semaine? Dans ces 1 semaine... Oui. Ah non. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pendant cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 semaine, d'abord, il ne faut pas... il faut pas tomber malade. Parce que tous ceux qui tombent malades, on se va pour les laisser. Vous avez vu des gens mourir? Oui, mais ça, c'est sur la route, on voit. Parce que les gens parlent de l'immigration, les calculs que les gens font, c'est ce qui est dans les statistiques. Mais ceux qui meurent dans le désert, c'est plus nombreux que ceux qui meurent même dans l'eau. Monsieur Diaby, on va revenir justement sur la fin de votre histoire dans les solutions. Oui. Le sociologue que vous êtes, quand vous écoutez Monsieur Diaby, oui. Après, on viendra à M. Paul Niadou. Oui, quand j'écoute M. Diaby, je veux qu'on questionne ensemble le profil des migrants. Ouais. Il est important qu'on sache quel est le profil des migrants. Dans le profil migratoire, vous avez des hommes et des femmes qui migrent. Ne pensons pas que ce sont seulement des hommes. Je pense qu'en termes de proportion, je parle sous le contrôle du DG, je pense qu'on peut tourner autour de 20% de femmes. Non, les femmes aujourd'hui, on a 48%, selon les chiffres des Nations Unies. Donc c'est monté. Non, oui, bien sûr, avec les zones des pays du Golfe, il y a 48% des femmes aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, c'était 25%. Oui, voilà. Donc, vous conviendrez avec moi que de plus en plus, on a beaucoup plus de femmes migrantes. Ça, c'est un. Mais de deux, quand vous regardez le niveau d'instruction, attention, ne pensons pas que c'est ceux qui ne sont pas là à l'école. Elles sont instruites. Ça donne. Oui. Elles sont instruites. Elles sont instruites, les hommes sont instruits, on a le niveau secondaire et plus. Vous regardez la situation familiale ou matrimoniale, on va se rendre compte qu'on a en moyenne, moi j'allais dire 27-30 ans. Donc ça veut dire que c'est une population jeune, active. Quand vous regardez le SGPH, on a une population jeune autour de 75%. Voilà, %. Et donc ces jeunes-là bougent beaucoup. Mais quand
vous regardez, par rapport à ce que M. Diaby a dit, il dit qu'il a un métier. Ça veut dire que les migrants sont d'abord dans le secteur informel. Ils sont nombreux dans le secteur informel. Et moi, j'allais dire, quand vous regardez en termes de proportion du secteur informel en Côte d'Ivoire, on tourne autour de 90%. 90%. Voilà, d'emplois que génère le secteur informel. Donc pour moi, effectivement, c'est un vaste réseau, mais ceux qu'on appelle les passeurs, pourquoi ils prospèrent? Ils prospèrent parce que les migrants sont dans une situation de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité s'exprime à travers l'administration, si vous voulez, la situation administrative qui est irrégulière. Et c'est comme ça que les passeurs prospèrent. Alors, on va demander justement à Paul, Monsieur Paul Niapo, je précise. Vous avez été migrant, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Pour quelle raison vous avez quitté la Côte d'Ivoire? Vous ne saviez pas ce qui s'est passé de l'autre côté avant de partir? Faut dire que d'abord, en 2006, moi, j'étais déjà allé au Maroc. Et je partais aux États-Unis avec des documents. Et j'ai fait escale au Maroc. Je suis resté là pendant 3 mois. Et par la suite, je suis rentré. Vu que je connaissais un peu les réalités du Maroc, quand je suis rentré, j'étais dans le port. Après mon bac, vu que j'avais perdu le vieux et tout ça, donc je me démêlais dans le port. Et c'est à la suite d'une conversation avec mes cousins qui étaient de l'autre côté de la Tunisie, qui m'ont dit qu'ici, il y avait une possibilité de bosser, en même temps, faire les petits boulots. Donc, oui, allez-y. Donc moi, je me suis dit que j'ai répondu comme ça que, bon, en fait, c'est un peu étonnant parce que j'ai un peu les échos de là-bas parce que j'ai déjà fait le Maroc. Je sais un peu comment le Maghreb, ça fonctionne. Donc, je suis resté pendant un bon moment en train de réfléchir. Et bon, quelques mois plus tard, j'ai pris mon billet et puis je suis parti. Donc, vous partez par avion? Je vais par avion. Avec, de façon responsable? J'ai régulière. tous mes documents, on m'envoie une lettre d'invitation, j'ai mon argent de poche, tout, je prends mon vol. Et puis je me rends en Tunisie. Mais arrivant en Tunisie, il y avait quelque chose dont je n'étais pas informé, c'était les 90 jours. C'est ça. Donc après 90 jours, il me reste une semaine, j'ai l'information maintenant que je rentre dans la pénalité. Donc je paye un billet d'avion encore, je rentre au Maroc. Je fais une semaine et puis je reviens sur la Tunisie. Vu que dans les petits boulots, le dirham marocain ne pesait pas lourd, c'était le dinar tunisien qui pesait lourd. Donc il fallait revenir encore au point de chute. Donc vous êtes parti, vous deviez avoir des économies pour faire toutes ces trajectoires, indépendamment du fait que vous travailliez sur place. Comment ça se passait sur le plan financier? Sur le plan financier, bon, je ne me plaignais pas. Je ne me plaignais pas. Certes que j'étais dans une structure, je n'étais pas embauché, mais je gagnais ma vie. Et vous partez quand même? Au fait, moi, je partais dans l'espoir de continuer mes études. D'accord. Vu qu'il y avait une possibilité pour moi, selon les informations que j'avais eues, de pouvoir faire la communication que j'avais souhaité faire là-bas. Donc, quand je suis arrivé dans mes démarches, dans l'université où je devais m'inscrire, ça faisait 2500 €. Et l'argent que je n'avais pas sur moi. Et je me suis dit qu'en travaillant, j'allais pouvoir amasser cet argent-là et puis me financer les études. Oui. Et c'est là maintenant, les 3 mois sont arrivés. Parce que je n'étais pas informé que dès l'instant que tu arrivais, il fallait t'inscrire dans une université pour prendre la fiche d'inscription pour aller dans un cours. C'est le piège. Voilà. Donc, par la suite, j'étais bloqué au fait. Il fallait que je m'arrange à pouvoir avoir quelque chose, vu qu'on n'était pas informé des départs volontaires aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'oreille. Alors, monsieur le directeur, donc un cas concret, il va pour les études, et il se retrouve bloqué, il n'a pas l'information. Justement, comment on peut vous saisir quand les compatriotes sont dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tellement de cas concrets. Et je voudrais revenir un peu sur les informations qu'il donne. Bien sûr. Je pense que 70% de ceux qui se trouvent en Tunisie n'ont pas l'information qu'après 90 jours, ils tombent dans l'illégalité. Ça, j'avoue que la plupart des dossiers qu'on a, ils sont toujours surpris de voir que, bon, subitement, ils sont dans une situation qui n'est pas normale. Parce qu'entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, il n'y a pas de visa. Oui. Et donc, tout Ivoirien peut partir, comme si on va à Djamé. Et quand on arrive, n'ayant pas les détails de la situation réelle, il ne se préoccupe pas des dossiers. Après 3 mois, difficile de sortir de la Tunisie. Le vrai paradoxe, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir, mais ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de payer la pénalité. Et donc la procédure en la matière, je pense qu'il le sait très bien, c'est le dispositif mondial, c'est l'OIM,
Vous vous inscrivez, il y a tout un processus. Oui. Quand c'est validé, on vous donne un temps. Et quand ce temps est observé, oui, vous êtes embarqué pour le retour au pays avec toute la procédure qui se fait ici. Mais je voudrais insister sur le fait que beaucoup de migrants, et c'est valable pour les pays du Golfe aussi, ils sont souvent surpris par la disposition du pays qui font qu'après 3 mois, ils sont dans une situation illégale. Alors comment on peut partir? C'est vrai, c'est peut-être naïf ce que je vais dire. Départ, donc il n'y a pas de visa pour la Tunisie par exemple, et ce n'est pas la première fois, vous le dites, 90%. Mais pourquoi cela perdure justement? Est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est vrai qu'on est sur ce plateau pour sensibiliser, pour faire un plaidoyer, mais est-ce qu'il ne faut pas faire davantage justement pour qu'ils le sachent? Parce que si ça perdure, on l'a dit dans le sujet, qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur général? Je pense qu'il y a ce qu'on fait comme sensibilisation, oui, il y a tout ce qu'on peut faire comme démarche, et puis en parallèle, il y a le travail des mafias, comme disait M. Diaby, des réseaux qui continuent toujours de chercher des personnes, des candidates qui partent. Et dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il faut bien le dire, on n'est pas qu'un pays de départ en tant que tel. Nous sommes un pays de transit. Donc beaucoup d'Africains du Mali, du Burkina et bien d'autres viennent en Côte d'Ivoire, ils observent un temps pour amasser un peu d'argent, oui, pour ensuite prendre le chemin vers les pays de l'Afrique du Nord. Surtout que c'est la CEDEAO, voilà, et que donc, la libre circulation des biens des personnes. Quand on tient compte de tous ces paramètres, on se rend compte que ce n'est pas que des Ivoiriens qui vont. Et donc, même si vous sensibilisez, il y a ceux qui sont venus des pays de l'interland avec le dessein de partir, oui, donc ils forcément vont prendre le chemin pour partir. Ceux-là, on ne peut pas les empêcher, au moins de les prendre vraiment la main dans le sac et de les arrêter. Sinon, c'est un phénomène qu'il faut poursuivre en faisant la sensibilisation tous les jours, mais je pense qu'il y a d'autres solutions qu'on pourrait envisager. On en parle là. Juste une dernière question sur ce sujet vous concernant. Combien d'Ivoiriens sont rentrés donc, on parle de retourner, si c'est correct. Donc, entre 2017 et 2021, est-ce que vous avez quelques chiffres? Aujourd'hui, les chiffres que nous avons 10 000 Ivoiriens, oui, qui sont entrés en Côte d'Ivoire de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Mais sur les 10 000, 6 000 sont réinsérés réellement. Et puis, vous avez 4 000 pour lesquels nous continuons de travailler avec notamment des structures partenaires, des privés, mais aussi le ministère de la Jeunesse qui a quand même un dispositif interne, l'emploi jeune, pour que ces 4 000-là soient absorbés. Mais j'avoue que c'est un travail de tous les jours, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner de l'emploi. Il y a un vrai problème de suivi qui fait que parfois des gens sont insérés, et puis au bout d'un certain moment... Ils repartent? Mais quand ils ne repartent pas, le fait que l'affaire ne prospère pas parce qu'ils ne sont pas mieux formés, ils deviennent encore vulnérables. Il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer l'information. Monsieur Diaby, vous qui avez été donc un ex-migrant, je parlais de génération, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous avez des regrets d'être parti? Est-ce qu'il fallait, s'il fallait recommencer, est-ce que vous le feriez? Non, pas. Pourquoi? Pas dans l'inégalité. Parce que c'est ce que je dis, aller à l'aventure n'est pas un délit, mais c'est la manière. Est-ce que vous voyez? Oui. Parce que dans la vie, chacun a sa chance où Dieu le pousse pour aller. Mais aller te donner à la mort, c'est très difficile parce que nous, on demande que nous avons fait l'aventure et on a vu que ça n'a pas marché. On est revenu dans notre bercail et grâce à Dieu, j'ai été fonctionnaire. Et parce que en conduisant mon taxi, le taxi de mon frère et de mon beau, et il y a quelqu'un qui m'a vu, je lui ai dit que tu conduis bien. On parle de reconversion. Hein. Oui. Alors, on va parler des solutions, oui, parce que ça, c'est une solution. Oui. On va en parler tout à l'heure. C'est très intéressant, hein, mais permettez-moi de vous couper la parole, M. Oui, Diaby, parce qu'on va suivre cet élément. Qu'est-ce qui incite les Ivoiriens à continuer à partir en dépit de ce qui est fait par le gouvernement, par des associations? Suivons ensemble Davy Soyo et on en parle par la suite sur ce plateau. Banco 1, quartier populaire de la commune de Yopougon. C'est sur ce site précaire que vit Moussa, ex-migrant rentré au pays en 2018. Père de 5 enfants, influencé par la réussite de ses amis, allé sur le vieux continent, Moussa est allé à l'aventure avec près de 2 millions de francs CFA. Aller à l'aventure, la plupart des personnes ne le font pas pour soi-même. On le fait souvent par rapport à la situation de la famille. Parce que ce que je voyais déjà sur les réseaux sociaux, vraiment, ça me faisait rêver. Voir les gens
vraiment bien à l'aise, qui travaillaient en Europe et tout cela. Pour moi, aller en Europe, c'était une manière d'aider un peu la famille à sortir vraiment de la pauvreté. Pendant la traversée du désert, Moussa va très tôt se rendre compte des réalités du terrain. Abandonné par son passeur, dormir à la rue au clair de lune, manger une fois par jour, battu par des kidams, en quelques minutes, le rêve de Moussa va vite se transformer en cauchemar à Tamarasek, en Algérie. Le premier coup, c'était déjà être abandonné par le coxeur. Le deuxième coup, c'est retrouver dans un foyer auprès des frères africains et savoir que c'est une prison, vraiment, ça a été vraiment un coup. Ça a été vraiment un coup pour moi. J'ai essayé de me rebeller, ce qui n'a pas marché. J'ai été un peu chicoté, un peu à gauche, à droite. Je me suis calmé. Je ne savais pas qu'un frère africain pouvait faire ça à un autre. Il a fallu vraiment qu'on paye l'argent avant de sortir. Sorti du cachot, grâce à l'aide d'un ami d'enfance, Moussa se retrouve à papillonner entre les petits boulots. Mais une fois encore, son rêve va se briser. J'ai commencé à avoir un peu d'argent, puisque Tamarasset, c'est un peu la galère, il fait très chaud là-bas. Donc il faut aller un peu plus vers les villes un peu modernisées comme Alger, Gardaya et autres. Donc c'est ainsi, j'ai commencé à payer les transports. Quand j'économise un peu, je partais de ville en ville en fait. Parce que étant africain, on ne peut pas monter dans le car comme les Arabes. Il faut passer par des voies clandestines. Donc de ville en ville, jusqu'à ce que je me retrouve à Oran. J'ai même eu des chantiers de contrats de travail de faire, puisque je suis ferrailleur en bâtiment de base. Donc Dieu faisant, j'ai eu des contrats et j'ai commencé à m'en sortir. Et c'est là que les rapatriements ont commencé. De retour au pays, par le biais des services de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Moussa va être encore frappé par le rejet de certains membres de sa famille. Quand il évoque cette partie de sa vie, difficile pour le jeune homme de 35 ans de contenir ses larmes. Ça n'a vraiment pas été facile. À cause de la famille que je suis parti à l'aventure, j'ai voulu faire le sacrifice pour les mettre à l'aise. Une fois arrivé, on me dit de prendre ma femme et mes enfants, d'aller me chercher ailleurs. Et là, j'étais obligé d'aller demander pardon à mon petit frère qui vivait avec ses enfants, avec ses amis, pour qu'il me laisse les maisons une pièce. Et là, Dieu merci, mon petit frère m'a compris, ses amis ont accepté. J'ai fait 2 mois dans leur maison, même sans payer. C'est mon petit frère et ses amis qui payaient encore le loyer pour moi et ma femme et mes enfants. Et c'est après ça, Dieu faisant, j'ai commencé à travailler un peu. J'ai commencé à rétablir les contacts. J'ai eu un peu de caution. Je suis venu m'installer dans ce quartier précaire-là. Après plus d'1 an de calvaire, aujourd'hui Moussa a repris sa vie en main, grâce à l'OIM et son ancien boulot de ferrailleur en bâtiment. Dans son quartier, son expérience a changé le regard des gens sur l'immigration irrégulière. Chaque année, ils sont des centaines à quitter le pays, à la recherche d'un avenir meilleur. Parmi eux, il y a également des filles. Emma, 27 ans, est une ex-migrante, rentre au pays en décembre 2017. Moi, j'ai suivi une formation de mannequin photo. Mais ici, je n'avais pas d'opportunité pour pouvoir m'exprimer dans le domaine. Donc c'est comme ça que j'ai une amie qui vit en France, qui a son agence à elle, qui m'a demandé de tout faire pour la rejoindre, pour qu'elle puisse m'aider à m'en sortir dans le domaine. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de vouloir partir de la Côte d'Ivoire. Avant, ma destination finale, c'était pour aller en France. Mais je suis arrivée en Algérie d'abord pour pouvoir travailler, économiser de l'argent. En plus, revenir au pays pour faire les demandes de visa pour pouvoir partir. Et c'est étant là-bas que j'ai eu l'info que depuis l'Algérie, je pouvais voyager pour aller en Europe sans visa, sans billet d'avion. C'est comme ça que j'ai trouvé que l'idée était bonne parce que revenir encore ici, ça allait me faire trop d'argent, une perte de temps. Donc pour moi, l'idéal c'était de continuer en même temps comme j'étais déjà avancée. Dans le but de vivre sa passion de mannequin photo, Emma a dû traverser les pays tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, pour enfin mettre le cap sur l'Algérie. Emma a travaillé comme ménagère et fruitière avant d'être empoisonnée par les conseils d'amis et son impatience d'aller en France.
La date du 15 juillet 2017 sonna comme le début de son cauchemar. Dans un premier temps, on était 19 personnes, femmes comme garçons. J'étais la seule qui était enceinte. 19 personnes. Après, quand on arrivait à Deb-Deb, il y a des passagers qui nous attendaient. De là, on est devenu 23, je pense, 23 ou 31 personnes comme ça, où on était superposés. Pour aller dans le même pays, on a fait plus de 3 jours en route. Arrivé à une destination dans le désert, on nous a fait descendre du pick-up, on commençait à nous fouiller. Toi que tu n'as pas de l'argent, ensuite on te tabasse. Il y a eu aussi une fille qui s'est fait violer parmi nous. Vraiment, ça a été des moments très sombres pour nous. Malgré ses difficultés et sa grossesse, Emma et ses amis étaient décidés à traverser la Méditerranée. On s'est dit que l'aventure, c'est la vie des guerriers. Peu importe ce qui allait arriver, on fixait toujours l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver devant. Et on a gardé cette force-là, malgré que les coups durs qu'on a endurés pendant la route. Dans la faim, entre les coups de feu, les naufrages et la perte de ses proches, la jeune dame va se retrouver dans les geôles libyennes. Là-bas encore, c'est une autre aventure malheureuse qu'elle vivra. Il n'y avait plus d'espoir. Soit les bateaux qu'on lançait, eux tous ils mouraient dans l'eau, ou soit les mêmes Libyens que nous lançaient partaient tirer sur les passagers. Donc nous, la seule option, c'était de rentrer au pays. Il y a des amis qui voulaient à tout prix partir. Et on a eu enterré des corps de certains de nos amis là-bas. Mais étant en cellule aussi, ça n'a pas été facile. On vous amène de la nourriture qui n'est même pas bien faite. Quand tu refuses de manger, on te tabasse. Moi, j'ai été tabassée à plusieurs reprises, en plein hiver, avec un bâton. À chaque fois, je me faisais frapper. Sauvée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Libye, Emma a pu donner naissance à un petit garçon qui a aujourd'hui 4 ans. Une nouvelle vie qu'elle considère comme une seconde chance. Désormais, la jeune dame milite au sein d'une association pour sensibiliser les potentiels candidats à l'immigration irrégulière, à opérer le bon choix. Moussa et Emma ont quitté le pays pour l'aventure en Europe, avec beaucoup de rêves à l'image de nombreux ex-migrants. Malheureusement, ils sont revenus à zéro avec de nombreux regrets. Petit à petit, ils remontent la pente et sont décidés à aller de l'avant, avec en ligne de mire, profiter pleinement de la vie et surtout aller à leur rythme pour réaliser leurs rêves. Comme pour dire, on est bien que chez soi. Alors, monsieur le directeur général, on a parlé donc de ceux qui incitent des Ivoiriens à partir et même des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, on va dire des départs de Côte d'Ivoire. Comment vous contrez cela? Comment? Vous contrez cela? Qu'est-ce que vous faites? Les mécanismes de dissuasion. Oui, mécanisme de dissuasion. Il y en a tellement. Le premier, évidemment, c'est sur la relève du ministère de l'Intérieur. Ça s'appelle la question de la gestion des frontières. Si vous voyez le drame qui s'est passé aux frontières de l'Espagne, c'était terrible. Ça pose la question justement de la gestion des frontières. Oui. Et donc le flux entre deux pays, son contrôle, comme on le dit, relève justement du ministère de l'Intérieur. Et c'est un travail qui se fait, qu'on pourra apprécier à divers niveaux. L'autre chose que nous faisons, c'est la sensibilisation. Mais nous avons installé en Côte d'Ivoire 15 comités régionaux qui fonctionnent. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une visite de ces comités pour voir comment on peut les redynamiser pour celles qui ne fonctionnent pas bien, pour ceux qui ne fonctionnent pas bien. On est censé installer à terme 31 comités. Dans toutes les régions, oui, dans pratiquement. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes d'une région à une autre. Et même quand on parle de Dalois, après on pense aux enfants des Dalois, mais comme je l'ai dit, beaucoup vont à Dalois sans être des Dalois. Oui. Parce que c'est une ville de départ, entre autres. En griffe, le système qui est là fonctionne bien par rapport à d'autres. Sinon, il y a le cas dernièrement ici qu'on pourrait citer, et même Korogo. Et donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce dispositif sur l'ensemble du territoire. Oui. Et donc, que ce soit des relais de la direction générale, mais des relais de l'ensemble du dispositif de l'État, pour dissuader, pour informer, pour communiquer, et pour alerter aussi les forces de l'ordre au cas où on a des informations de départ, parce qu'en général, bien que ce soit en secret, on a eu des flux d'informations, comme quoi un tel est prêt à partir, il y a un tel dispositif. Bon, donc, ces dispositifs existent. Il y a aussi des dispositifs au niveau de la loi. Vous savez qu'en 2018, il y a eu la loi sur le trafic illicite des personnes. Au nom de cette loi, justement, il y a des organismes des droits de l'homme qui sont aussi mobilisés. Parce que c'est de la traite. Oui, c'est de la traite de personnes. Ça, c'est même plus que de la traite. Pour moi, c'est de la criminalité. La criminalité, oui. C'est de la criminalité. Parce que quand vous voyez l'âge de ceux qu'on prend dans ces filières, c'est parfois des gens de 18, 19 ans. C'est vraiment des adolescents. Et il y a non seulement cette disposition,
Mais tout ça, ça rentre dans le mécanisme de gestion des flux migrants. Alors, Paul Niadou, justement, vous avez une association, j'en ai parlé dans l'entame de cette émission, je rappelle, c'est l'Association pour la réinsertion et l'encadrement des migrants de Côte d'Ivoire. Vous vous êtes lancé dans cette activité. Comment, justement, à votre niveau, vous sensibilisez les migrants ou ceux qui reviennent en Côte d'Ivoire et avec qui vous travaillez? Avec le ministère, avec des agences? Comment vous fonctionnez pour amener vos compatriotes, vos jeunes sœurs et frères à ne pas partir? Il faut dire que depuis la Libye, nous avons nourri cette idée. Et raison pour laquelle, dès les premières heures, lorsque nous sommes arrivés, on s'est dit que l'essentiel, c'était de partager notre histoire pour pouvoir sensibiliser d'abord la jeunesse ivoirienne et par la suite, les emmener à comprendre qu'ici, il y avait une possibilité. C'est dans ce sens-là que nous avons créé cette association qui est pour la réinsertion des migrants de retour et jeunes de Côte d'Ivoire. Parce qu'on s'est dit quoi? Si on partait simplement vers tous ceux qui étaient migrants, les jeunes et les potentiels candidats à la migration irrégulière allaient aussi partir. Donc, il faut expliquer que cette association milite pour migrants comme jeunes de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous menons des activités, et je le souligne aussi, je suis dans le comité. J'ai travaillé sur plusieurs projets de sensibilisation, toujours avec l'association, soutenue par l'OIM. Donc, nous menons des activités dans les associations des femmes, qui sont des associations dans les différentes communes d'Abidjan. On a essayé de prendre toutes les 13 communes d'Abidjan. Et nous visitons ces communes à chaque fin du mois. Avec quel financement? Bon, il faut dire que d'abord, lorsque nous avons créé l'association est née d'un réseau MAM, migrants comme volontaires, qui est un réseau qui a été financé par l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour les migrations. Mais vous n'avez pas de rapport avec la tutelle? Oui, on a des rapports avec même le ministère. Nous sommes en train de travailler. Dernièrement, on était avec le sous-directeur aussi, Tenem Magloire, avec lequel nous travaillons, avec M. Touré Koli, avec lequel nous travaillons sur certains projets. Très bien. Donc, nous envisageons aussi faire beaucoup de choses. C'est au cours de ces activités de sensibilisation-là, les grains, les associations des femmes, les associations des jeunesses, on visite les guides religieux. Et lorsque nous faisons ces activités, à la fin du mois, nous faisons une activité de masse où nous mobilisons toutes ces personnes que nous avons visitées là. Nous faisons des projections de films et par la suite aussi, nous projetons des projets que nous avons montés en tant que migrants et nous cherchons des personnes de bonne volonté pour témoigner, financer ces projets-là, pour accompagner les migrants. Mais il y a des témoignages, vivants qui sont durs, qui sont donnés. Et il y a des films aussi qui sont projetés que le ministère des Affaires étrangères a réalisé avec Patrick Fondio. Donc nous projetons ces films-là et par la suite, nous faisons venir des filles qui sont avec nous, des volontaires aussi, des migrantes qui rendent les témoignages. Alors justement, le sociologue que vous êtes, Ghislain, est-ce qu'il faut, parce que M. Niadou parlait de témoignages de films, de sensibilisation. M. le directeur général aussi, il y a une sensibilisation. Vous, le sociologue que vous êtes, est-ce qu'il faut projeter des images qui choquent? Est-ce qu'il faut parler de façon directe pour qu'on comprenne qu'il faille éviter de partir de façon irrégulière? Quelle est votre approche en tant que sociologue? Oui, tout dépend de la cible. Tout dépend de la cible. Mais effectivement, on peut avoir une thérapie de choc. Oui, on peut montrer des images dures pour susciter la prise de conscience et inviter au changement de comportement. Mais en tout état de cause, ce que je voudrais dire, c'est que sur le plateau, ce que j'entends, il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation. Il y a un dispositif institutionnel de prévention et de lutte contre le phénomène de migration illégale ou irrégulière. Et contre les passeurs. Et justement contre les passeurs. Et ce qu'on constate, c'est une recomposition je veux dire, de ce phénomène de l'immigration irrégulière, une persistance ou une récurrence du phénomène. Mais pourquoi ce phénomène à la peau dure? Moi, je vais donner une dimension politique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a connu plusieurs ruptures, mais dans l'élément que vous avez passé, vous avez dit que ce phénomène a été accéléré autour de 2010-2011 avec la crise électorale. Voilà. Et donc, ce que moi je note... Ça fait 11 ans, hein? Oui, ça fait 11 ans. Ce que je note, c'est que, effectivement, pour certains migrants, il y a une sorte de crise de confiance entre, je veux dire, les populations, certaines populations, et les institutions que l'État incarne. Et cette crise de confiance fait qu'ils ne rêvent pas
ils ne se rêvent pas en Côte d'Ivoire, ils se projettent beaucoup plus vers d'autres pays. Alors, excusez-moi, moi je veux juste comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même, aujourd'hui, avec les mécanismes, il y a le téléphone, il y a la télé. Enfin, je veux dire, la Côte d'Ivoire, elle est visible. Oui. Alors, est-ce que ce dont vous parlez, c'est suffisant? On parle de 2011, on ne va pas nier cette crise qui s'est déroulée sous les yeux d'un certain nombre de compatriotes. Est-ce suffisant pour justifier le fait qu'ils veuillent partir? Non, mais en réalité, vous voyez, c'est un phénomène complexe. Et il y a des radicaux. Il y a des personnes qui pensent que, vu qu'on n'a plus de confiance en nos institutions, il faut justement aller, même s'il faut passer par la voie irrégulière pour se retrouver... Donc là c'est un choix. Là, c'est un choix. Alors, deuxième chose, si vous permettez, deuxième chose, c'est que vous regardez, l'immigration cache des réalités sociales. Quand vous regardez, par exemple, une famille où on a la polygamie, et il y a, je vais dire, des enfants qui se retrouvent de l'autre côté, mais c'est normal que dans cette sorte de compétition entre les familles, on ait la pression de l'autre mère qui demande à son enfant, par exemple, d'aller également et faire en sorte qu'elle soit valorisée au sein du couple. Ça, c'est vraiment des raisons dans la cellule familiale. Mais lorsqu'on continue de magnifier à travers les médias l'Europe comme tout ce qui est beau, c'est normal que le complexe de supériorité prenne le pas et qu'on se dise... Supériorité ou d'infériorité? Infériorité, mais on se dit que le continent européen, n'est-ce pas, est un continent supérieur au nôtre. Et donc, au nom... Je devrais entendre M. Diaby, qui est comme je l'ai dit, il est aujourd'hui opérateur économique, donc une belle reconversion, mais également, il a connu la migration, on va dire, irrégulière, mais responsable. Alors, est-ce que, au regard de ce que M. Coulibaly dit, quel est votre commentaire? Effectivement, moi je vais venir un peu en arrière, si vous me permettez. Vous savez que de la manière nous on cherche des solutions à sensibiliser nos jeunes frères pour ne pas qu'ils vont à l'aventure. Et c'est irresponsables là, qui se font comme sont des passeurs. Eux aussi, ils cherchent encore une autre solution. Vous voyez que dans le passé, on passait beaucoup par le Mali en passant par les. Oui. Avec la situation aujourd'hui qui se passe au Mali, et vous voyez qu'ils ont changé d'itinéraire. Ils passent maintenant par Niger. Est-ce que vous voyez? Les voies ont changé. Voilà, les voies ont changé. Or que au Niger aussi, nous savons aujourd'hui que la situation du Niger, donc ça fait aujourd'hui un gain-pain aussi à ceux qui sont là-bas aussi pour faire le trafic d'hommes. Alors, pour pouvoir faire le passage. Parce que le passage, tout se fait souvent dans la nuit. Et aujourd'hui, ils ont changé un autre mode de système. Aujourd'hui, celui qui a un peu de moins, tu as 3 millions, tu as 2 millions, ok, tu viens, comme entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa, le Maroc, il n'y a pas de visa. Allez, paf, tu prends. Et puis maintenant, il y a des démarcheurs là-bas. Dès que tu arrives, et ils te reçoivent. Parce qu'il y a quelque chose que les gens veulent nous faire croire que quand les gens qui vont là-bas, qui ne savent pas, quand le visa finit, si tu as 3 mois, c'est archi faux. Ah, écoutez, non, on a parlé sur le contrôle du directeur. Ils savent ce qu'ils font. Donc c'est volontaire. C'est volontaire. Selon vous. Effectivement, c'est volontaire. Est-ce que tu vois? Parce qu'il ne faut pas. C'est volontaire. Ils font exprès. Parce qu'ils se disent que quand je vais là-bas, lui, le jeune, tu avais les moyens. Oui. Tu gagnais un peu ici. Au lieu d'aller travailler encore en Tunis pour dire que toi, tu vas aller avancer tes études, mais ici, à les cours du soir, on peut faire, avec cet argent qu'il avait, il pouvait passer à l'université pour mettre cet argent. C'est une approche. Voilà, c'est une approche. Oui. Mais ils se disent que, eux, ils sont là-bas, ils ne font rien. Moi, je connais les dames qui sont dans les bateaux que vous les voyez, la majorité, ce n'est pas parce qu'elles sont quittées ici avec leurs enfants. Elles ne sont pas quittées ici avec les enfants. Il y en a qu'on a retrouvés avec leurs enfants. Oui, non, ça, l'enfant est grand. Mais la majorité de ces bébés, elles ont fait 1 an et quelques. Les changer, ce sont ces passeurs-là qui couchent avec eux, qui font des enfants avec eux. Voilà. Et puis, c'est ce on parle de viol. Oui, c'est des viols. Parce qu'elle n'a aucun moyen. Elle n'a pas d'argent. Donc, ils font des échanges. Côté sexe. Alors, monsieur le directeur, quand on arrive à ce stade, parce que... Il y a des aspects sur lesquels je veux quand même revenir. Si vous non, revenez, parce que c'est très important. C'est vrai que c'est un sujet sensible. Il faut qu'on se dise des vérités pour que ceux qui regardent comprennent
que là-bas, ce n'est pas là-bas qui est le plus rose, et que la Côte d'Ivoire est en développement. Je pense que c'est visible. Il y a encore, c'est sûr, des améliorations à apporter, et c'est partout pareil, dans tous les pays, mais il y a quand même la possibilité de se réaliser ici. Monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Oui, c'est en cela que je veux qu'on approfondisse vraiment la réflexion. Hein. Parce que si on prend les causes de crise, c'est des causes accidentelles. Si on prend les chiffres du HCR aujourd'hui, on est passé de 12 000. Aujourd'hui, nous sommes à 2700 par là. Si on prend les côtes italiennes, en tout cas, selon les chiffres du HCR. Et c'est en cela que d'ailleurs, comme vous le savez, le statut de réfugié... Il n'existe plus pour les Ivoiriens. Ça n'existe plus. Donc, le départ lié à la crise, aujourd'hui, pour le cas de la Côte d'Ivoire en tout cas, il faut les réduire en termes d'analyse. Là où il faut peut-être pousser un peu le curseur, il a évoqué les aspects culturels, les aspects sociologiques liés à des réalités d'ordre familial. Ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'aspect psychosocial. Oui. C'est-à-dire, vraiment quelqu'un qui est convaincu de son illusion. Il est convaincu que cette illusion-là est vraie. Ce n'est pas une illusion, enfin, l'illusion n'existe pas. Nous, on est convaincu de l'illusion, mais lui, il est convaincu que c'est une réalité qui existe et qu'effectivement, s'il va de l'autre côté de la rive, c'est sûr qu'il va avoir une vie meilleure. Et ce fantasme-là, c'est tellement construit et par ceux qui sont là-bas, pas seulement par ceux qui sont ici, parce que moi, j'en rencontre pratiquement tous les jours. Oui, qu'est-ce que vous dites? Certains qui me disent, ça ne va pas, mais je ne peux pas retourner au pays. Mais et je lui dis, mais pourquoi? Vous avez toutes les possibilités aujourd'hui. Et moi-même, en tant que DG, je m'engage à vous inscrire dans un programme. Oui. Et qui me disent, non, quand je venais, j'ai promis à ma mère ceci. Donc il y a la pression sociale. Il y a une pression sociale énorme. Et si par mégarde, ou alors si par aventure, il connaît quelqu'un qui, parce que chacun a sa chance plus ou moins, bien sûr, sur qui ça a un peu marché, mais il y a un complexe fou. Donc on va penser que c'est un échec. Paul Niadou, qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un qui part, qui est, comme disait monsieur le directeur général, qui est en difficulté, il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il a peur ou il a honte d'être rentré et qu'on pense que c'est un échec et de s'assumer. Comment on déconstruit cela, justement? Et il faut dire qu'il y a certaines réalités qui ne s'expliquent pas. Le gars, il a son histoire. Il arrive, soit il est informé, comme il n'est pas informé. Moi, je me rappelle bien, j'étais avec un ami. Lorsque nous sommes arrivés, je peux dire que moi, j'étais déjà là-bas quand il venait. J'avais déjà cette information. Quand il est arrivé, d'abord, j'ai dit, il ne faut pas que tu viennes ici parce que voilà. Mais il n'a pas cru. Hein. Il n'a pas cru. Il est venu. Et lorsqu'il m'a croisé et que je lui ai dit, mais tu as constaté les faits? Il dit oui. Mais il est issu d'une famille nombreuse. La marate, son fils a pu passer. Donc lui, il doit passer. Donc c'est une compétition Donc en quelque sorte, famille. Il y a la pression de la famille. Et lorsque nous sommes arrivés, dès les premières heures, j'étais avec une fille, Kadi, qui avait ce même problème. Elle est retournée encore. Donc moi, je peux dire que ça dépend des familles. Et puis ça dépend vraiment de tes ambitions et ton rêve. Vous avez fait la prison? Moi, j'ai fait 6 mois de prison. J'étais à Zaouia. Par la suite, je me suis retrouvé à Zouara. Et c'est de Zouara qu'on a été déporté maintenant le 20 novembre 2017 en Côte d'Ivoire, par le biais du gouvernement et de l'OIM. Je ne voudrais pas vous demander... c'est vrai que quand on vous écoute, on ne peut même pas imaginer ce que vous avez vécu. Mais... Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut dire. Parce que si on se permet de faire déjà des campagnes de sensibilisation en expliquant nos histoires, c'est pour permettre à celui qui est ici de comprendre cette souffrance que nous avons endurée. Ça, c'est une réalité aussi. D'emmener déjà l'autre à comprendre que c'est vrai, il ne s'agit pas de partis. Et lorsque je parlais des mythes, c'est qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Mais moi, j'avais le courage de dire la vérité aux gens lorsque j'étais là-bas. Tous ceux qui m'ont approché, je leur ai dit comme ça qu'il sera très important que ton argent, même si c'est pour les études, comme il a bien dit, ça dépend. Moi, je prends un peu le côté de la stigmatisation. Je postule avec quelqu'un qui a fréquenté en Tunisie. Il a un Master 2 dans une entreprise. J'ai mon Master 2, je suis en Côte d'Ivoire. Celui qui a fait le Master 2 en Tunisie, il est pris et moi, je reste. Vous avez des chiffres pour confirmer ce que vous dites?
Bon, généralement, c'est ce que nous remarquons dans les sociétés. Moi, j'ai travaillé dans les sociétés. Monsieur le directeur veut réagir. Non, je pense qu'il faut quand même nuancer tout Est-ce qu'il ne faut ça. pas nuancer un tout petit peu? Parce qu'on est dans un monde de compétition. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas nuancer? Est-ce qu'il ne faut pas nuancer? Au fait, moi, c'est comme ça que je vois. Ah, c'est comme ça Et que vous voyez. Et généralement, ceux avec lesquels nous échangeons souvent, très souvent, Oui. c'est ce qui ressort. Mais moi, j'ai été victime de quelque chose. Et je connais certaines réalités. Et aujourd'hui, je viens, nous mettons un système en place où il faut sensibiliser nos jeunes frères. Mais c'est de les sensibiliser et de les faire comprendre que ce que tu dis là, quelque part, ce n'est pas vérifié. Est-ce que tu es sûr que quand tu vas aller y bosser et que tu reviendras, tu auras une place ici? Parce que le temps que tu fais là-bas, les gens aussi sont en train de bosser ici. Ça, c'est des choses qu'il faut noter. Donc, moi, je pense qu'il y a la pression de la famille. Oui. Il y a le rêve que certaines personnes veulent réaliser. Et il y a aussi notre parent de l'autre côté qui nous font vivre certaines choses qui ne vivent pas. Alors justement, moi je voudrais aborder le sujet des réseaux sociaux. Oui. Parce que les réseaux sociaux, c'est ce que c'est. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est selon. Ceux qui sont de l'autre côté envoient des images, des photos en disant que tout va bien. Tout va bien. Alors, monsieur le directeur, tout à l'heure je vous dis... Quand il s'arrange à prendre le métro... Non, c'est des cas concrets. Non, mais quand il s'arrange à prendre le métro qui se fait un selfie. Quelques photos, un selfie, qu'il balance ici à quelqu'un qui est à Abidjan ou au village, mais déjà le voir dans un métro, on est impressionné. On pense qu'il a pu réaliser quelque chose. Mais je vous jure, madame, moi j'en ai rencontré, on ne peut pas tout dire en fait. Non, mais il faut monsieur le directeur, c'est une façon de parler quand on ne peut pas tout dire. Il faut dire certaines choses qu'on comprenne. Ceux qui nous regardent doivent comprendre. C'est cela. Je veux juste dire, quand il dit on ne peut pas tout dire, c'est une façon de m'expliquer en fait. C'est juste dire qu'ils vivent une situation intenable. Parce que certains ont investi du million, pour certains, moi j'en connais, 1,2 million parfois, qui ont vendu leurs économies ici, pensant pouvoir se réaliser de l'autre côté. Puis ils arrivent, ils ont perdu non seulement ce qu'ils avaient ici, là-bas ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas pu se réinsérer. Il faut avoir des documents, ils vivent très cachés. Oui. Ce n'est pas une vie en réalité. Mais pour ça, la sensibilisation c'est une chose, mais bon, je veux qu'on aille un peu plus loin. Il faut penser au système éducatif. J'en suis arrivé à me dire, après tous ces constats, qu'il faut voir dans nos modules de formation, que ce soit au primaire ou au secondaire, ou à tous les niveaux, même universitaires, il faut insérer des choses en rapport avec la migration et tous les dangers que cela comporte, pour que l'enfant grandisse avec l'idée qu'il peut se réaliser ici. Parce qu'on ne peut pas faire des générations spontanées, mais au moins on peut construire des générations. C'est-à-dire considérer qu'il comprenne d'abord que chez lui, c'est un monde où on peut vivre rien. Je vais vous donner un paradoxe. Qui vous a choqué? Non, pas choqué, mais qui est impressionnant pour moi. Il y a un pays que pratiquement tous les migrants traversent. Oui. Les Ivoiriens et autres traversent. C'est le Niger, comme disait à l'instant M. Diaby. Vous prenez les statistiques, vous verrez qu'il y a peu de migrants nigériens qui prennent le chemin vers le nord. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent venir en Côte d'Ivoire, vendre du garba, ou autre, faire du café, à Boki comme on dit, faire des activités et se réaliser. Faire des affaires et se réaliser. Ils vont au Ghana, ils le font. Ils vont au Bénin, au Niger, ils le font. Pendant ce temps, ceux qui sont dans ces pays traversent le Niger vers la France. Dont des Ivoiriens. Bien sûr, dont des Ivoiriens, évidemment. Monsieur Diaby, justement, regarde la dimension psychosociale, pour moi, il faut vraiment prendre ça en compte et réfléchir à des modules de formation de l'homme. Parce qu'au bout de tout ça, c'est ça qu'il s'agit, c'est de construire des citoyens véritables qui soient en mesure d'être fiers de ce que nous sommes, comprendre qu'on a un grand pays, un beau pays, comme dit le langage ivoirien, Abidjan est doux. Le pays est vraiment doux, au sens propre comme au figuré. Donc il y a de quoi à comprendre cela. Parce que moi, je connais plein qui regrettent, mais qui n'osent pas revenir. Malgré les programmes de l'OIM, je voudrais saluer l'OFI, qui fait beaucoup. La semaine dernière, il y a 20 jeunes. Peut-être qu'il en sait quelque chose. 20 jeunes. Ils sont rentrés. Un des projets validés par l'OFI, donc qui vont être financés, qui vont être réinsérés. Il y a la structure italienne ici, APSI, qui aide aussi beaucoup. Vraiment, il y a des structures qui aident. Donc, on est d'accord qu'il y a une organisation, il y a des associations, il y a du travail, on peut se réinsérer et puis être digne. Tout à fait. Monsieur Diaby, quand on part, on revient, on parle d'échec, mais vous êtes un exemple d'un migrant qui est parti. Et c'est très tôt, parce que c'est 82-86. Oui, effectivement. Quand je suis arrivé avec
la dynamique, j'ai été pris comme un chauffeur à la fonction publique. Oui. Et puis, bon, je crois que quand je regardais mon salaire de débutant, parce que bon, j'étais pris comme un agent temporaire, parce que agent temporaire, bon, je crois que j'avais 32 000 francs à la fin du mois. Et j'étais le chauffeur du ministre Émile Kei-Bouguina. Ah, ça c'est une histoire. Voilà, donc... Oui. Et le chauffeur titulaire qui était là, heureusement pour moi, le chauffeur ne se sentait pas bien. Moi, je ne sais pas encore embauché, il ne se sentait pas bien. Et puis, bon, le ministre a dit, bon, où est M. Diaby? On dit bon, on va à Djiglo. Bon, Dieu merci, on est parti à Djiglo, on est venu. Bon, ma manière, mon comportement, directement, le ministre a dit, bon, pop, M. Thiolou Félix, qui était l'ancien secrétaire général de la présidence, oui. La présidence, il dit, bon, il faut dire à Diaby d'envoyer ce dossier pour qu'on va l'embaucher. Et vous avez été embauché? Vous êtes embauché et inséré? Inséré, et que je suis embauché de là-bas. Et puis, bon, je suis allé avec le grand chancelier, père à son nom, Kofi Gado. Ah, mais c'est une belle histoire. Oui, et puis, bon, de là, bon, on nous a envoyés à la présidence. Et puis, bon, quand le président actuel, M. Alassane Dramane Ouattara, le dynamique qui est venu en ce moment, on était en genoux. La Côte d'Ivoire était en genoux. Quand il est venu, il a essayé de renoncer la Côte d'Ivoire. Et puis, j'avais la chance, avec les ministres, bon, je suis parti avec le grand chancelier. Donc, vous avez, en fait, vous avez réussi à être migrant. Immigrant. Donc, vous partez à 15 ans. Vous partez à 15 ans, oui. Et vous revenez à... Oui. À quel âge vous êtes rentré? J'ai fait 3 ans et puis je suis venu. Donc, 18 ans, vous êtes revenu. 18 ans, effectivement. Vous êtes revenu. Vous savez que dans la vie, souvent, il faut choquer. Mon âge ne me permettait pas d'avoir le permis transport en commun. J'ai fait augmenter mon âge. Alors, vous avez fait l'inverse. En général, on réduit. Et vous... Voilà, pour pouvoir avoir un permis. En général, c'est l'inverse. Pour pouvoir travailler en Côte d'Ivoire ici. Et quand j'ai eu la chance, j'ai travaillé. Et j'ai eu la chance, avec mon comportement, j'allais en France, j'allais en Allemagne avec donc vous n'avez pas de problème. Le grand chancelier. Et maintenant, je voyais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour aller rester dans les pays de... Non, Monsieur Diaby, de façon concrète, aujourd'hui, après votre histoire, oui. Vous êtes parti, vous êtes revenu, vous êtes inséré, vous avez rencontré des personnes qui vous ont permis de vous réaliser, des personnalités. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à tous ceux qui partent, qui veulent partir? Oui, mais c'est pour leur dire qu'aujourd'hui, d'abord, les passeurs même ont un autre système. Parce qu'ici, ils restent ici, souvent vous versez de l'argent ici, et puis c'est lui qui fait toute la trajectoire là-bas. Vous avez payé combien pour partir? Combien vous avez payé? Nous, en autant, moi j'avais au moins 400 000 francs, puis j'ai pris le trajet pour aller en montant. 400 000 à l'époque? 400 000 francs, oui. Nous, on a pris le trajet, mais ceux qui prennent l'avion, aujourd'hui, dès qu'ils arrivent à Tunis, il y a des gens aussi qui les prennent de là-bas encore, aller jusqu'en Libye. Et que c'est de là-bas maintenant, quand on vous prend maintenant, quand vous arrivez en Libye, ceux qui ont 1 million, 1,5 million, vous voyez dans ces bateaux-là, il y a des bateaux où il n'y a pas assez d'hommes. Eux, c'est 1 million, 1,5 million. Donc ça, c'est les privilégiés? Voilà, ça, c'est les privilégiés. Mais les entroupements, quand on voyait 100, 200, 300, ça se voit, ça fait 1 million ou bien 500 000. Alors, par personne. Par personne? Par personne. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas eu de chance, et puis d'accord, ils ne vont pas avec vous. Ils choisissent quelques personnes, parce que nous, en nos temps, on nous a choisis pour nous former, pour connaître la boussole. Voilà. Ah, donc, vous étiez sur un bateau? Oui, d'abord, on vous forme pendant 1 semaine ou 2 semaines. Mais quand on vous a formé, M. Diaby, après je vais vous poser la question au sociologue et au monsieur le directeur, quand on vous forme, vous avez vu la mer? Oui, mais vous n'avez pas eu peur? C'est que le mal. Moi, j'ai déjà vu la mer en Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas vu un marigot. Donc, quand ils viennent encore, ça, c'est encore pire parce qu'ils ont le mal de mer. Et c'est encore plus dangereux. C'est ce qui tue beaucoup même. Et c'est dans ces bousculages-là, comme c'est des trucs faits en gonflable, et c'est dans ces trucs, d'autres se débattent. Et puis, bon, paf, quand ils piquent, voilà, l'eau commence à rentrer. Mais moi, je vais me poser la question au sociologue, parce que vous les avez vus tomber, etc. Vous n'avez pas eu peur? Non, et puis, tu sais, on a dit, où tu ne dois pas mourir, tu ne vas pas mourir. Ah,
Parce que quand ces trucs, nous, quand on a débarqué, quand on est arrivé que l'embarquement a eu des problèmes, c'est pour cela qu'il y a des ONG qui font la patrouille. Oui. Quand ils faisaient la patrouille, qu'ils nous ont vus et qu'ils sont venus, ils nous ont lancé des bouées. Et puis nous sommes montés, mais ils nous ont dit qu'ils ne peuvent plus partir avec nous en Italie, parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Il faut nous faire revenir encore en Libye. Et c'est la raison qui a fait que nous sommes revenus en Libye. C'est ça, je me suis dit, attends, première chance que j'ai eue là, je ne vais pas perdre cette chance. Et bon, parce que tu ne peux plus retourner dans le désert. C'est ce qui est plus dangereux en nos temps. Tu ne peux plus aller dans le désert et puis il n'y avait pas de bonne volonté comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand il y a des problèmes, ils vont vous prendre pour venir. Nous, en ce temps, on n'avait pas ça. Et on était là, ceux qui prennent l'avion, qui reviennent en Libye, ils prennent un vol aller-retour qui ne se retourne pas. Il y a une autre encore, mafia encore qui est là, parce qu'on ne revient plus avec le passeport. Maintenant, on prend ton nom, on prend le nom de celui qui est là-bas, qui est déjà en Libye, on vous donne un laissez-passer, et puis si tu t'appelles au moins Diaby, Drissa, maintenant si celui qui est venu dans l'avion, il s'appelle peut-être Emmanuel, il s'appelle Cheikh, toi on t'appelle Cheikh, et puis tu prends l'avion, j'ai pris l'avion maintenant pour venir descendre au Mali. Et vous êtes rentré en Côte d'Ivoire? Voilà, si rentré en Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly. Ça se passe. Oui. C'est vraiment une tragédie humaine, comme le DG l'avait dit à l'entame de ce plateau. C'est une tragédie humaine et véritablement, ça relève du fantasme. Honnêtement, ça relève du fantasme parce que on a des situations où, au-delà de la pression familiale, on invoque une dimension magico-religieuse. Parce que c'est un véritable système. Ceux qui prennent la route vers le désert ou par des bateaux gonflables et autres, mais avant qu'ils ne prennent le chemin, on a des guides religieux qui prient pour ces personnes. Et donc, il y a des convictions que nous, on peut traverser sans perdre la vie ou sans mourir. Et quand vous regardez des gens pendant la traversée qui ne supportent pas, qui tombent malades, qui ont besoin de soins médicaux qui ne l'ont pas, d'autres sont victimes d'abus sexuels, de cas de viol, il y a l'insécurité, et il y a certains même qui perdent tout moyen parce qu'ils vont avec de l'argent. Avant le départ, ils ont au moins 500 000. Alors, on est d'accord sur une chose. C'est de la maltraitance, c'est de la criminalité. Traite des personnes. Traite des personnes et c'est trafic de personnes. Exactement. Alors, les Ivoiriens et la criminalité, c'est vraiment de la criminalité de haut niveau. C'est ça. Des populations, justement, elles sont conscientes de ce fléau. Elles se prononcent et nous suivons ensemble ce micro-trottoir réalisé par Davis Oyo et nous revenons sur ce plateau pour écouter vos solutions. Concernant le phénomène de l'immigration clandestine, je pense que l'État doit trouver des solutions comme encourager les jeunes à investir dans des projets, dans certains secteurs, à financer les projets des jeunes et pas rester seulement qu'au financement. Il faut, suivre ces jeunes-là jusqu'à la réalisation de leurs projets, ce qui permettrait de pouvoir, ces jeunes qui essaient d'aller vers, disons, l'Europe et d'autres pays, à pouvoir s'insérer et travailler aux côtés de ces jeunes qui ont investi. Ce que je pense que ça va faire un boom, permettre à ceux qui pensent que l'Eldorado c'est là-bas, à rester ici pour pouvoir travailler et puis pouvoir faire évoluer l'Afrique. Il est mieux de rester chez soi, dans son pays, et puis faire une petite activité. Quand on n'a pas les moyens pour sortir de façon légale du territoire et aller à l'aventure quelque part pour se chercher, il faut faire un petit travail ici, en Côte d'Ivoire par exemple. On peut tout faire. On peut monter une petite affaire. Et ici, tout marche. Je crois que les jeunes gens doivent éviter d'aller mourir. Les parents ont beaucoup dépensé pour eux, qu'ils aillent mourir comme ça serait vraiment douloureux. Pour que celui qui a son petit business à Abidjan ou à l'intérieur du pays, qu'il essaie d'agrandir son business, qu'il persévère là-dedans, pour éviter de prendre ses sous, payer les passeurs et puis aller mourir en mer. Vraiment, je ne conseille pas ça à mes frères. Si l'État pouvait trouver des moyens de l'emploi, créer de l'emploi pour nos jeunes ici, cela permettrait de résoudre un tant soit peu peut-être ce déplacement, la ruée vers l'Occident pour pouvoir se chercher. Cela pourrait un tant soit peu calmer l'ardeur des jeunes gens
aller, comment on appelle, en Occident. Alors, messieurs, justement, en parlant des solutions, il y a plusieurs solutions qui ont été évoquées, mais quelles sont vos solutions justement pour, on espère, hein, mettre fin à cette traite des hommes, mais au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais surtout de votre direction de la diaspora, quelles sont les solutions, monsieur le directeur général? Il y a 3 axes sur lesquels nous travaillons beaucoup. Oui. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle les compétences de la diaspora. D'accord. Parce qu'effectivement, dans le monde de la diaspora, il n'y a pas que des migrants nécessiteux, désœuvrés et autres. Oui. Il y a des gens qui ont de la compétence et qui ont vécu longtemps dans ces pays et qui peuvent faire valoir leurs compétences ici aussi. Oui. Comme ça a été dit par le chef d'État lui-même, le président de la République, M. Alassane Ouattara, depuis 2011, qui a lancé un appel justement au monde diasporique pour demander que chacun apporte ce qu'il peut pour qu'on contribue ensemble au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, on a mis en place un système numérique, qui est d'ailleurs en cours de finalisation, dont le rôle va consister à faire en sorte que celui qui est à la diaspora et qui pense pouvoir contribuer au développement du pays puisse s'inscrire. Quel qu'il soit migrant, régulier ou irrégulier, comment ça se passe? Est-ce que vous faites un distinguo ou c'est un Ivoirien? Comme je parle de 3 axes, c'est vraiment le premier axe. C'est vraiment le premier axe, c'est vraiment ceux qui ont de la compétence. Et en général, c'est des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ont vraiment de quoi se faire valoir. Oui. Et quand ils s'inscrivent sur cette plateforme, ils ont en face, justement, dans cette base numérique, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de services capables de proposer des services, enfin d'entreprises capables de proposer des services. Et donc, ils peuvent faire des choix et puis rentrer en contact avec ces structures qui existent ici. Ça, c'est le premier dispositif qui existe et qui... Donc, vous êtes un relais entre... Un relais, vraiment une sorte d'interface. Entre les entreprises. Tout à fait. Et la CGC et beaucoup d'autres structures contribuent justement à mettre en place ce dispositif. Très bien. L'autre dispositif, c'est vraiment en rapport avec les migrants. D'ailleurs, je vais préciser que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la grande migration n'est pas celle-là, en réalité. Quelle est-elle alors? La grande migration, c'est des gens effectivement qualifiés. C'est-à-dire, mais le tollé de la migration irrégulière est tel, la tragédie est tellement forte qu'elle a une emprise sur tout ce qui se fait. Alors, la migration régulière, qualifiée, est-ce qu'on peut parler de fuite de cerveau? C'est vrai que c'est un autre débat. Bien sûr, bien sûr. C'est une fuite de cerveau. C'est dans ce sens-là qu'il faut mettre en place ce dispositif. De cerveau. D'ailleurs, je dis beaucoup à ceux que moi je rencontre, je dis, mais prenez l'exemple sur le président de la République lui-même, qui a fait ses compétences ailleurs, qui ensuite met ses compétences au service de son pays, qui investit, qui s'investit pour son pays, au point d'en être aujourd'hui le premier responsable. Donc, on peut vivre ailleurs, vivre pendant longtemps. Et rentrer. Investir à divers niveaux, contribuer à la vie de la nation, véritablement. Ce mécanisme, il est en cours de validation, il est vraiment très avancé. Le deuxième mécanisme... On espère que justement qu'on en sera informé pour pouvoir justement porter cette nouvelle, cette information. Bien sûr, avec plaisir. Le deuxième mécanisme, justement, il est en rapport avec les migrants dont on parle maintenant, qui, depuis, on va dire, 2015, après le sommet de la Valette, justement, où je veux dire, pour moi, ça a été l'occasion d'une prise de conscience générale. C'est vrai que le phénomène existait depuis, mais on voit un sommet qui réunit à la fois les États européens et les États africains vraiment réfléchir sur la problématique, ça a été en 2015, à ce grand sommet. Et donc, au sortir de ce sommet, il y a eu un projet qui a été mis en place, un projet de financement mis en place par l'Union européenne, qu'on appelle le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, qui a permis, en tout cas, il faut rendre à César ce qui est à César, il faut remercier l'Union européenne pour ce fonds. C'est la coopération? Oui, c'est la coopération. Il faut vraiment saluer. Bien sûr. Ce fonds a permis, justement, c'est le fonds qui permet à l'OIM et à beaucoup d'autres structures de faire ce qu'on fait, a permis vraiment de non seulement faire revenir beaucoup, mais de réinsérer. Et comme on sait, beaucoup de pays, y compris la Côte d'Ivoire, comme on sait que ce fonds va progressivement à terme, c'est vrai qu'il y a eu quelques relances, mais le fonds va à terme. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas prendre le relais. La Côte d'Ivoire, justement, est en train de mettre en place ce que je veux dire, ce qu'il appelle le second dispositif, qui consiste à mettre en place, conformément au premier système, à mettre en place tous ceux qui sont capables de faire de la réinsertion à bas niveau. Toutes les entreprises d'élevage, de gardiennage, de main-d'œuvre, de formation qualifiante rapide. Il y a des conventions que nous envisageons et qui va être, c'est un projet qui va être porté par la primature via justement le Premier ministre lui-même. Donc ces conventions seront signées entre le ministère des Affaires étrangères et ces différentes structures pour qu'on ait non seulement le profit des migrants qui revient, qu'on sache à peu près dans quel mécanisme on peut le réinsérer. Une cartographie des métiers et des profils. Effectivement. Ça, ce projet, il est aussi en cours de réalisation. L'autre chose qui est plus difficile,
qui est vraiment difficile. Il y a toujours des solutions. Oui, mais j'insiste sur la difficulté parce que c'est ce qu'on appelle les cas vulnérables. C'est-à-dire, vous le voyez souvent à la télévision, à travers la RT justement, des cas de maladies extrêmes. Oui. La semaine dernière, on a le cas d'un décès en Inde, quelqu'un qui à la limite n'a pas de famille véritablement, parce que bon, on sait qu'il est ivoirien, c'est tout ce qu'on se dit, mais parfois il n'y a même pas de preuve pour l'attester aussi. Et ça, il y a un dispositif social qui est en train d'être aussi mis en place avec l'appui justement des services sociaux, du ministère de la Femme, de l'Enfant et des Affaires. La famille. Toutes ces structures-là, il y a un cadre qui va être défini pour que quand on est face à ce type de situation, qu'on sache sur quel levier il faut appuyer. En fait, donc, on va dire il y a une synergie, donc c'est la troisième option, solution, il y a une synergie entre les différents départements ministériels, et, évidemment, pour faire en sorte qu'on trouve une solution à cette question. Si vous avez souvenance, il y a la dame qui est venue prendre l'Arabie Saoudite, très malade. Oui, tout à fait. Mais j'avoue, vraiment, il y a tellement de remerciements qu'il doit faire. Le ministère de la Santé a été d'un apport incommensurable. Parce que quand nous avons reçu la dame, nous ne sommes pas des médecins. Ce qu'on voyait ne nous donnait pas beaucoup d'espoir. Mais quand on a rencontré les services, on nous a demandé de remplir toutes les conditions de prise en charge, parce que c'est une Ivoirienne qui est en difficulté. Ces conditions ont été remplies. Aujourd'hui, la dame se porte, je ne dirais pas comme un chat, mais vraiment, elle se porte bien. Des compétences locales. Oui, bien sûr. Des compétences locales au niveau de la santé. Monsieur Paul Nyandou, alors, je vais dire Niapo Nyandou. Justement, au niveau des solutions, comment vous travaillez à proposer des solutions à ceux qui viennent vous voir ou aux migrants qui sont rentrés, donc des ex-migrants ou des retournés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire? Il faut dire que d'abord, nous, on ne procède pas à une formation. On se focalise plus sur métier. D'accord. Formation parce que les hommes des métiers, directement, ils peuvent avoir quelque chose sur la main. Mais quel métier, par exemple? Dans l'élevage, dans l'agriculture. Je prends le cas d'Aloa. Dernièrement, on était à Daloa pour des activités et l'ARMC est représenté là-bas. D'accord. Tout ce que nous avons fait comme projet, c'était la riziculture. Et ça marche? Oui. Parce que là-bas, il y a beaucoup de bas-fonds et il y a la terre. Donc déjà, nos amis qui sont là-bas, ils ont trouvé bon déjà de pouvoir s'investir dans ce domaine-là. Vu que lorsque nous sommes revenus grâce au fonds fiduciaire, nous avons eu plusieurs formations et des renforcements des capacités, ce qui a permis à certains de nos amis d'être des formateurs et des encadreurs. Donc par la suite, ces personnes-là sont aussi membres de l'association. Donc c'est eux qui dissimulent ces coûts-là aux différents candidats à la migration. D'ailleurs, combien y a-t-il de personnes au sein de cette association? Nous sommes 263 membres pour l'instant. À travers un peu la Côte d'Ivoire? Oui, à Daloa et Abidjan. Très bien. Pour l'instant, c'est Daloa et Abidjan. Et il y a Korogo, mais nous n'avons pas encore véritablement installé le bureau. Donc nous travaillons avec Daloa et Abidjan. Et Abidjan. Monsieur Koulibaly, alors quand on regarde, on parle de réinsertion, il y a des mécanismes qui sont proposés. Donc il y a un existant. Si. Il y a un existant, et pour parler encore de paradoxe, comme disait le DG, vous voyez, nous sommes en Côte d'Ivoire avec une population jeune. Même au niveau du continent africain, la population est jeune. Mais comparativement au continent européen, vous voyez qu'ils ont une population vieillissante. Tout à fait. Donc vous voyez que ça se justifie. Si on quitte notre continent pour aller là-bas, ça pourrait s'expliquer parce que leur population est vieillissante. Mais ceci dit, on l'a indiqué tantôt, la pression familiale, c'est vraiment une des causes. Solution, donc, alors. Ce que nous proposons, c'est que la plus petite unité de la société, c'est bien la famille. La sensibilisation doit commencer à la base. Et je voudrais m'adresser aux parents pour dire qu'il faut plutôt encourager vos enfants à rester dans notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est en chantier et chaque jour nous voyons la transformation de ce beau pays. Vous savez, on a commencé avec le relèvement par les infrastructures, mais aujourd'hui le gouvernement travaille sur le social. On a eu le GOUF 1, le PF GOUF 1, le PF GOUF 2. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est 2021-2025. Voilà, 2025. Et il y a un travail qui est en train de se faire. Donc les cellules familiales doivent être le premier cordon qu'il faut mettre en place pour briser justement l'élan de la migration irrégulière. Deuxième chose, et on l'a répété sur ce plateau, c'est l'éducation. Pour moi, c'est un levier important. Si nous voulons transformer nos mentalités, nos attitudes et nos comportements, c'est par l'éducation. Malheureusement,
Aujourd'hui, on a vu des contre-valeurs qui ont été données, mais il faut qu'on prône l'excellence et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, quand vous regardez les résultats du BPC, les résultats du bac, sont des résultats qui reflètent la valeur intrinsèque je vais dire, de nos enfants. Et je voudrais rendre hommage au gouvernement et hommage à la ministre, le professeur Marietou Koné, qui fait un travail formidable. Il faut encourager les valeurs d'excellence. Et ces valeurs d'excellence vont permettre de montrer que nous sommes dans un monde de compétition et que ce qui peut être mis dans la balance, c'est la compétence. Malheureusement, vous me passerez l'expression, notre jeunesse aujourd'hui, je n'ai pas envie d'utiliser un mot trop fort, mais ça attention à ce que vous allez dire, ça donne très souvent à la paresse. C'est la facilité. À la facilité. Vous avez vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous voyez, ça donne à la facilité. Ce qui est miroité sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Et c'est le lieu de le dire à nos enfants. C'est pour ça que... Et pour terminer, oui, allez-y. Je voudrais aussi qu'au niveau des mesures incitatives, parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'on a un faible accès des jeunes et des femmes aux opportunités économiques à travers la commande publique ou les marchés publics. Le plaidoyer que nous faisons, c'est de faire en sorte que dans le quota des PME, on mette l'accent sur les PME dirigées par les femmes et surtout les PME dirigées par des jeunes. Ça va freiner un peu l'immigration. Parce qu'un jeune qui se met au service, qui sensibilise, il faut que lui-même il fasse envie. Mais s'il est pauvre et qu'il n'a pas les moyens, son discours ne peut pas passer. Donc il faut que le gouvernement accompagne ces jeunes à travers une amélioration de leur accès aux opportunités économiques qu'offre notre pays. Il y a beaucoup de projets structurants qui sont organisés par le gouvernement et par aussi des privés, mais je pense que monsieur le directeur général est là et c'est un message qui passe. On veut effectivement que la situation change et que les jeunes et les femmes, ce sont des personnes vulnérables, ne soient plus sujettes à, on va dire, ou enclines à suivre des passeurs. Monsieur Diaby, alors, solution. Oui, pour moi, la solution, d'abord, il faut une très bonne communication. Parce que quand je regarde la traversée, ils montrent déjà ceux qui sont blessés. Déjà, ça fait réfléchir d'autres. Mais ceux qui ont déjà traversé, ils crient victoire. Oui. Cette victoire-là, moi, ça peut me pousser à aller. Bien sûr. Voilà, c'est la communication. Parce que déjà, quand tu traverses, c'est fini. On ne peut plus te faire retourner. Toi, ça veut dire que ta vie est assurée. Or que c'est une autre vie que vous allez reprendre. Bon, aujourd'hui, avec la situation aujourd'hui, dans peut-être le Burkina ou au Mali, beaucoup d'hommes ne traversent plus là-bas. Vous voyez qu'en Mauritanie, ils ne peuvent pas traverser, aller là-bas. Absolument. Oui. Aujourd'hui, il faut que se dise la vérité, il faut que notre institution prenne bloc, surtout au ministère des Affaires étrangères qui font beaucoup, mais ils n'ont qu'à voir le ministère des Affaires étrangères aussi peut-être du Niger, parce que beaucoup passent par le Niger. Alors, voilà. En passant par le Niger, en passant par le Niger, tu peux aller travailler au Niger, ça c'est vrai, mais il y a certains périmètres du Niger, c'est le désert. Tu t'en cherches quoi là-bas? Ça c'est la grosse question. C'est ça la grosse question. Maintenant, il y a un autre fléau aussi qui s'agrandit, c'est pour passer par la Tunisie. Parce que comme il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, maintenant, c'est ce qu'il dit. Tu t'en vas en Tunisie pour faire quoi? Tu t'en vas au Maroc pour faire quoi? Parce que la majorité de ces gens-là viennent en Côte d'Ivoire ici, ceux du Niger, ceux du Burkina, et tous ils viennent ici pour chercher leur vie. Donc pour moi, c'est ce que je dis. Il faut la communication. Parce que la communication, si vous montez le côté danger, laissez l'autre côté là. Parce que quand les gens voient que Victor fait 2 doigts, on est libéré, mais les autres auront le courage d'aller. D'accord, merci M. Diaby. On va terminer cette émission, mais juste une question que je veux vous poser, parce qu'on parle c'est vrai, du gouvernement, on parle de la société civile. Il y a quand même des acteurs qui aujourd'hui s'organisent, qui soient écrivains, chanteurs, qui soient de la sculpture, vraiment la culture qui est notre ciment, qui fonde ce que nous sommes, doit pouvoir accompagner justement cette question. Monsieur le directeur général, quel est votre message justement en nous appuyant sur nos valeurs culturelles par exemple? D'abord, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. J'avoue que, le sociologue le disait d'entrée, la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration. Il faut que ce soit très clair. Un pays qui a 22%
est une terre d'immigration. Mais nous ne sommes pas une terre d'immigration, c'est-à-dire nous ne sommes pas une terre de départ. Nous sommes devenus, à la faveur des crises à un moment donné, le fait est que les crises finissent par créer des cultures. Il y a des choses qui n'étaient pas là. Donc des habitudes. Des habitudes, mais l'habitude, quand elle dure, elle finit par être une culture. Donc elle s'installe dans le subconscient. Donc il faut déconstruire. Il faut déconstruire. Vraiment, il faut déconstruire. Sans cela que la question de l'éducation, pour moi, est fondamentale. On va mettre en place tous ces systèmes, c'est bien, mais si on veut agir sur le long terme, pour déconstruire tout ce système, je pense qu'il faut penser à l'éducation de base. Très bien. Que dans la croissance de l'enfant, qu'il intègre, comme d'autres pays le font, qu'il intègre que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Et qu'on peut s'épanouir vraiment ici, se réaliser sans souci. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur, votre mot de fin, un mot, l'immigration, la migration irrégulière, vous avez insisté là-dessus. Un mot, un message pour ceux qui nous regardent. Moi, ce que je peux dire, c'est de savoir que la migration irrégulière est une migration qui endeuille de nombreuses familles. Très bien. Lorsque nous nous retrouvons de l'autre côté, on a pour habitude de dire que c'est un retour, c'est un départ sans retour. C'est-à-dire, tu vas, mais tu ne sais pas si tu vas revenir. Donc nous, ayons la chance, nous sommes là. Moi, je profite de l'antenne pour remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui que nous sommes revenus. Je fais partie du premier charter. Je fais partie du premier charter. Donc, dès les premières heures, je me suis dit qu'il fallait envoyer un message fort à la jeunesse africaine. Faites-le rapidement. Jeunes de Côte d'Ivoire et jeunes d'Afrique. Je pense qu'ici, nous avons toute la possibilité de se refaire. Ceux qui sont de l'autre côté, qui ont des compétences, c'est ce que nous disons toujours lorsque nous faisons des porte-à-porte avec les parents dans les associations des grains. Ici, il y a une possibilité de reçu. Nous avons toutes les possibilités ici. Merci, monsieur Paul Niepo. Justin Coulibaly, votre message, mais très court, parce que je sais que vous savez être direct. Oui, mon message de fin, c'est de dire stop à cette illusion, stop à ce fantasme meurtrier qu'est la migration irrégulière. Stop, tout simplement. Plus jamais sans Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado. Monsieur Diaby, votre message très court, direct, à ceux qui vous regardent. Les jeunes Ivoiriens comprennent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui a plus d'opportunités. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des grandes études. Aujourd'hui, moi, je vous dis, quelqu'un qui fait 25 ans à l'école, 25 ans, lui, celui qui est à la maison, qui a fait au moins qui s'arrête au CM2 au collège, toi, au moment que tu fais 25 ans, avec ton diplôme, au moment que tu es en train de fêter ton diplôme, lui, il a 15 ans avec d'expérience. Avec ces 15 ans, toi, tu vas venir maintenant, on va te donner 6 mois ou bien 7 mois d'expérience, tu ne peux pas l'atteindre. Et aujourd'hui, quand vous regardez la majorité de ceux qui se sentent à l'aise aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas fait les grandes études. Tous ceux qui ont fait des grandes études, aujourd'hui, c'est des paresseux. Monsieur Diaby, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, monsieur Diaby, je ne peux pas vous laisser... Ils attendent l'État, ceci, cela. Monsieur Diaby. Il me semble que ce qui soulève... Non, mais... Ce qui soulève, c'est qu'il ne le dit pas dans les thèmes qu'il faut. Vous voulez dire qu'il y a des opportunités et des possibilités pour tout le monde. C'est ce que vous voulez dire. Mais la paresse, non. Moi, je vous dis... Pas la paresse. C'est dit... Non, je vous écoute, mais pas la paresse. Quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il n'a rien, mais pour avoir de l'argent pour charger son iPhone, pour pouvoir écouter les choses. Aujourd'hui, moi, je préfère aujourd'hui aller dans les chantiers. Aller faire la menuiserie, aller faire la maçonnerie pour gagner 7 000 francs, 8 000 francs par jour que d'être un vigile. On respecte tous les métiers. Écoutez, on vous a compris. Monsieur le directeur général, merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Diaby, merci pour votre franc-parler. Monsieur Coulibaly, sociologue, merci d'être venu sur ce plateau. Et puis monsieur Paul Niepo, merci d'avoir participé à ce débat. Nous faisons donc face en réalité à une activité criminelle tentaculaire, une traite et un trafic illégal de migrants. La migration irrégulière ou illégale est un phénomène qui nous concerne tous. C'est ensemble que nous pourrons déconstruire le mythe de l'Eldorado. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur RTI 1. À très bientôt.